Mon ex-mari se tenait à côté de la femme qui était autrefois ma meilleure amie quand il a regardé mon invitation et a dit « Venu pour te trouver un mari riche ». C'est ainsi que ma soirée du samedi a commencé. Il était 18h42 et je me tenais à la table d'enregistrement pour le gala annuel de la Franklin Family House dans le centre-ville de Columbus, essayant de ne pas penser au fait que mes chaussures me serraient déjà. J'avais failli porter des chaussures plates. J'aurais dû porter des chaussures plates. Au lieu de cela, je portais une robe bleu marine que j'avais achetée en solde 3 semaines plus tôt et les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait laissées. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui disait que j'essayais d'impressionner qui que ce soit. Apparemment, Rick en avait décidé autrement. Mélissa se tenait à côté de lui dans une robe bordeaux qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Sa main était passée sous son bras comme si elle y avait toujours appartenu. Il était une fois, cette main m'avait tendu du café à travers la table de ma cuisine. La vie a un sens de l'humour, pas toujours un bon. Mélissa m'a vu la première. Son sourire est apparu lentement. Claire. Mélissa. Je ne savais pas que tu venais ce soir. Il n'y avait rien d'ouvertement impoli dans ces mots. C'était la spécialité de Mélissa. Elle pouvait vous insulter et donner l'impression qu'elle vous demandait si vous vouliez de la crème dans votre café. Puis Rick s'est tourné. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Il avait l'air le même et pas le même. 55 ans. Plus de gris aux tempes. Un smoking cher. La posture d'un homme qui avait passé suffisamment d'années à entrer dans des pièces où les gens connaissaient son nom pour qu'ils s'y attendent. Ses yeux sont tombés sur l'invitation dans ma main. Puis il a souri. Venu pour te trouver un mari riche. Mélissa a eu un petit rire. Pas un vrai rire, une contribution. J'ai regardé Rick. Il fut un temps où j'aurais répondu immédiatement. Quelque chose sur le fait que j'avais mon propre argent. Quelque chose sur le fait que j'avais été invité, quelque chose d'assez piquant pour lui faire regretter de l'avoir dit. Puis j'aurais passé le trajet du retour à me demander si j'avais semblé sur la défensive. Le divorce vous apprend toutes sortes de choses. L'une d'elles est que chaque insulte ne mérite pas une réunion de comité. Je me suis donc tourné vers la jeune femme derrière la table d'enregistrement et je lui ai tendu mon invitation. Claire Bennett, bien sûr. Un instant. Elle a scanné le code QR avec un petit appareil portable. Puis elle s'est arrêtée. Elle a regardé l'écran, l'a scanné à nouveau. J'avoue que, pendant environ 2 secondes, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Peut-être que l'assistant de Daniel avait oublié de m'ajouter correctement. Peut-être qu'on m'avait envoyé un code expiré. Peut-être que j'étais sur le point de devenir la femme d'âge mûr se disputant avec une jeune de 23 ans pour une invitation à un gala de charité pendant que mon ex-mari savourait chaque seconde. Puis l'hôtesse s'est redressée. Elle m'a regardé une fois de plus, a attrapé la radio accrochée près de son épaule et a dit doucement, « Dites au président qu'elle est là. » Derrière moi, Rick a dit, « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» Je me suis retourné. J'imagine que cela signifie que je suis là. Son front s'est plissé. Le sourire de Mélissa a disparu. Avant que l'un ou l'autre puisse dire quoi que ce soit d'autre, Daniel Mercé a traversé le hall. Daniel avait 67 ans, était grand, avait les cheveux argentés, et était l'un de ces hommes qui avaient passé toute leur carrière dans les affaires sans avoir besoin de s'assurer que tout le monde savait qu'il en avait. Il avait pris sa retraite de Mercé Office Supply 6 ans plus tôt et était en quelque sorte devenu plus occupé que jamais. À la seconde où il m'a vu, son expression a changé. « Te voilà. » Il a pris ma main, puis m'a serré dans une brève étreinte. « Tu es venu. » « Bien. J'avais dit que je viendrais. » « Oui, mais les gens disent toutes sortes de choses quand une tenue de soirée est impliquée. » J'ai ri. Daniel a jeté un bref coup d'œil vers Rick, puis est revenu vers moi. « Claire, j'ai besoin de 5 minutes à l'étage avant que nous commencions. » Cela m'a prise au dépourvu. « Maintenant ? » J'en ai bien peur. Il a fait un signe à l'un des membres du personnel de l'événement. « Rachel, pourriez-vous emmener Claire dans la petite salle de conférence ?» Puis il a baissé la voix. « Je vous y rejoins. » J'ai hoché la tête. Rick s'est avancé. « Daniel ?» Daniel lui a adressé un sourire poli. « Rick, content de te voir. » C'est tout. Pas de poignée de main chaleureuse, pas de conversation supplémentaire.
Rick l'a remarqué. Je pouvais le dire parce que j'avais connu cet homme pendant 26 ans. Je suis entré dans l'ascenseur avec Rachel et j'ai regardé les portes se fermer. Et j'aimerais pouvoir vous dire que je me sentais triomphante. Ce n'était pas le cas. 18 mois plus tôt, j'aurais donné beaucoup pour voir Rick avoir l'air confus pendant que quelqu'un d'important se précipitait pour me saluer. À l'époque, je passais encore trop de temps à imaginer des scènes où il réalisait enfin ce qu'il avait jeté. Ce soir-là, surtout, je me sentais simplement fatigué. On peut devenir étonnamment fatigué de vouloir que quelqu'un regrette de vous avoir perdu. Rick et moi avions été mariés pendant 26 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans et lui 27. Il avait un pick-up qui calait par temps froid, 3 bonnes chemises et une entreprise de construction qui se composait principalement de lui, d'un employé et de moi répondant au téléphone. Je faisais la comptabilité sur la table de notre cuisine. Je tapais les factures après qu'Emily se soit endormie. J'apportais des sandwichs sur les chantiers et assistais à des dîners avec des banquiers, des fournisseurs, des clients et des hommes qui serraient toujours la main de Rick en premier. Pour être juste, Rick travaillait dur, très dur. Je n'ai jamais eu besoin de réécrire l'histoire pour me sentir mieux. Il a bâti cette entreprise, mais j'ai aidé à bâtir la vie qui lui a permis de le faire. Quelque part en cours de route, nous avons cessé de nous en souvenir ensemble. Au moment où Bennett Commercial avait un vrai bureau, 30 employés et son nom sur les panneaux de chantier dans le centre de l'Ohio, j'étais devenu quelque chose que Rick présentait au lieu de quelque chose qu'il consultait. Ma femme, Claire. C'était généralement tout le CV. Puis Melissa est arrivée. Elle avait été mon amie pendant près de 20 ans. Elle savait où je gardais la clé de rechange. Elle savait comment je prenais mon café. Elle s'est assise à côté de moi à l'hôpital quand ma mère était mourante et a apporté de la nourriture à la maison après, parce que je ne pouvais pas me souvenir de manger. C'est la partie que les gens ne comprennent pas toujours à propos de la trahison. Ce n'est pas seulement ce que quelqu'un fait. C'est ce qu'il savait avant de le faire. Le mariage a finalement volé en éclats à cause de messages. Des mois de messages. Rien de graphique. Rien que vous n'auriez besoin de cacher à un censeur de télévision. Celui qui m'est resté était presque ennuyeux. Rick avait écrit, Claire ne comprendrait pas. Melissa a répondu, elle ne t'a jamais vraiment compris. J'ai lu cette phrase 3 fois. Melissa, la femme qui s'était assise dans ma cuisine jusqu'à minuit à m'écouter me plaindre des ronflements de Rick, des candidatures d'Emily à l'université, de la chimio de ma mère et du bruit bizarre du lave-vaisselle. Apparemment, j'avais mal compris tout mon mariage. Rick a insisté sur le fait que rien de physique ne s'était passé avant notre séparation. C'était peut-être vrai. J'ai arrêté d'enquêter. Une fois que votre mari commence à expliquer dans quelle catégorie technique d'infidélité il se situe, les choses ne vont pas vraiment bien. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Rachel m'a conduite dans un couloir calme jusqu'à une salle de conférence donnant sur une partie de la salle de bal en contrebas. À travers la vitre, je pouvais voir des tables rondes drapées de lin blanc, des serveurs se déplaçant entre elles, des donateurs commençant à prendre place. Daniel est entré moins d'1 minute plus tard. Il a fermé la porte derrière lui. Son visage avait changé. Plus de blagues maintenant. J'ai posé mon sac à main sur la table. Que s'est-il passé? Il a pris une profonde inspiration. Claire, nous avons un problème. J'ai immédiatement pensé à la collecte de fonds. Quelqu'un s'est-il désisté? Non. Il a tiré une chaise. Et malheureusement, Rick est impliqué. Daniel n'a pas répondu tout de suite. Il a fait glisser un courriel imprimé sur la table de conférence entre nous. Mais avant que je le ramasse, je dois vous dire comment je suis arrivé dans cette pièce en premier lieu, car 18 mois plus tôt, personne à la Franklin Family House ne connaissait mon nom. D'ailleurs, je n'étais pas toujours sûr de le connaître moi-même. Le divorce a été équitable, ce qui sonne mieux que ça ne l'était. Nous avons vendu la maison. Nous avons divisé les comptes de retraite. J'ai eu ma part des biens matrimoniaux et un modeste héritage que ma mère m'avait laissé. Je n'étais pas fauché. Je n'étais pas non plus assis sur une fortune secrète. Après les frais d'avocat, l'achat d'un condo de 2 chambres à Worthington, la mise de côté de l'argent pour la retraite et plusieurs réunions inconfortables avec un conseiller financier, j'ai compris que tout irait bien. Mais bien et avoir fini de travailler pour toujours à 51 ans n'était pas la même chose.
Cette prise de conscience m'a dérangé plus que je ne l'avais prévu. J'avais travaillé avant la naissance d'Émilie. Comptabilité, bureau, administration, paie. Plus tard, j'ai aussi beaucoup fait pour l'entreprise de Rick, surtout dans les premières années. Mais les papiers ont une drôle de mémoire. Si personne ne vous a délivré un W2, certaines personnes agissent comme si vous aviez tricoté des coussins décoratifs pendant 2 décennies. Je suis allé à des entretiens, plusieurs. Un directeur, peut-être âgé de 35 ans, a regardé mon CV et a dit « Donc, vous n'avez pas travaillé à temps plein depuis 2003 ?» J'ai souri. Pas dans un endroit qui m'a envoyé une invitation à une fête de Noël. Il a cligné des yeux. Je n'ai pas eu ce travail. Probablement pour le mieux. Finalement, un dentiste nommé Dr Patel m'a embauché 3 jours par semaine pour aider à la facturation et à la comptabilité dans son cabinet de Worthington. Le salaire n'était pas mirobolant. Le bureau non plus. Il y avait un faux ficus dans la salle d'attente qui prenait la poussière depuis l'administration Bush. Mais la première fois que j'ai reçu un chèque de paie à mon nom, je suis resté assise dans ma voiture à le regarder plus longtemps que je ne veux l'admettre. Ce n'était pas le montant. C'était le mien. Le premier mois a été difficile. Ils avaient changé la moitié des logiciels que je me souvenais d'avoir utilisés il y a des années. Je n'arrêtais pas d'écrire des mots de passe sur des notes autocollantes, puis de cacher les notes si soigneusement que je ne pouvais pas les retrouver. L'une des plus jeunes assistantes a finalement dit « Claire, vous pouvez les enregistrer en toute sécurité. » J'ai dit « Je sauvegardais des choses en toute sécurité avant même que tu ne sois né. » Elle a ri. Ça a aidé. À peu près à la même époque, j'ai commencé à faire du bénévolat un mardi par semaine à la Franklin Family House. Ma sœur avait passé des semaines à Cleveland des années plus tôt lorsque son fils suivait un traitement contre le cancer. À l'époque, un programme similaire de logement familial leur avait donné un endroit pour dormir, le petit déjeuner le matin, des transports quand ils en avaient besoin et, surtout, moins de choses à s'inquiéter. On n'oublie jamais à quoi ressemble la gentillesse pratique quand une famille a peur. Chez Franklin, j'ai commencé modestement, en enregistrant les familles, en réapprovisionnant les céréales, en répondant au téléphone, en pliant les serviettes. Une fois, j'ai passé 15 minutes à aider une grand-mère de Dayton à se battre avec une machine à laver commerciale. Elle a frappé le couvercle et a dit « J'ai élevé 4 enfants. Je refuse d'être vaincu par un méta. » Je l'ai tout de suite aimé. J'ai aussi aimé l'endroit. Personne là-bas ne me connaissait comme la femme de Rick Bennett. Personne ne m'a demandé ce qui s'était passé dans mon mariage. Ils m'ont demandé si je pouvais porter une boîte. Je pouvais. C'était suffisant. Quelques mois plus tard, la Franklin Family House a commencé à planifier sérieusement une expansion de 4,8 millions. Daniel Mercer présidait l'effort. Un mardi, j'aidais à trier des documents budgétaires quand j'ai remarqué une estimation de fournisseurs qui semblait étrange. J'ai regardé à nouveau. Puis j'ai demandé à Daniel, est-ce que ce montant pour l'électricité inclut le travail de la page précédente? Il a froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont compté une partie 2 fois. Il a vérifié, puis a vérifié à nouveau. C'était le cas. Daniel m'a regardé comme si je venais de sortir un lapin d'un classeur. Comment avez-vous remarqué ça? J'ai haussé les épaules. 26 ans mariés à un entrepreneur. Finalement, les cloisons sèches finissent par faire partie de votre personnalité. C'était le début. Il a commencé à me demander d'assister aux réunions de planification, puis aux réunions de la campagne de financement. Au début, je n'arrêtais pas de dire « Êtes-vous sûr ?» Finalement, il a dit « Claire, si je n'étais pas sûr, j'arrêterais de vous inviter. » C'est juste. Je connaissais les bases de la construction. Je connaissais les budgets. Et que Rick s'en soit jamais rendu compte ou non, je connaissais les gens. Pendant des années, je m'étais assise à côté de lui lors de dîners avec des banquiers, des fournisseurs, des propriétaires d'entreprises à la retraite, des membres du conseil d'administration d'hôpitaux et des clients. Rick se souvenait des hommes qui lui serraient la main. Je me souvenais du nom de leurs femmes, de leurs enfants, des causes qui leur tenaient à cœur, de qui détestait le golf, de qui collectionnait les vieilles voitures et de qui commandait toujours un décaféiné après le dîner et se plaignait que ça avait le goût d'une punition. Cela s'est avéré important. Quand Daniel a commencé à chercher des donateurs prêts à ancrer une campagne de contrepartie,
je l'ai présenté à 2 propriétaires d'entreprises à la retraite que je connaissais depuis des années. Ils ont accepté d'aider à créer un défi de contrepartie d'1 million de dollars. Ma propre contribution était plus modeste, 100 000 dollars sur 3 ans. Ce n'était pas de l'argent de poche pour moi. J'ai rencontré mon conseiller financier 2 fois avant de m'engager. La première fois, elle a dit, vous savez, vous n'avez rien à prouver. J'ai dit, je sais. La deuxième fois, je lui ai dit, je ne prouve rien. Je veux le faire. Elle a hoché la tête. Alors assurons-nous que vous le pouvez. Cela aussi était important. J'ai demandé à Daniel de ne mettre mon nom sur rien. Pas de plaque, pas de mur des donateurs, pas de grande annonce. Il pensait que j'étais trop modeste. Je lui ai dit que j'étais pratique. La vérité était plus simple. Je voulais une chose dans ma vie qui ne se transforme pas en une conversation sur Rick. Pendant près d'1 an, la Franklin Family House est devenue cette chose. Puis, 3 mois avant le gala, Bennett Commercial Construction a soumis une offre pour une partie de l'expansion. À la minute où j'ai vu le nom de l'entreprise, je suis allé directement voir Daniel. Je ne peux pas être impliqué dans ça. Il savait ce que je voulais dire. D'accord. J'ai signé la déclaration de conflit. J'ai cessé d'assister à toute réunion où l'offre de Rick était discutée. Je n'ai pas vu les prix. Je n'ai pas examiné les propositions. Je n'ai pas demandé qui était en tête. Je suis resté complètement en dehors de ça. Cela aurait dû être la fin du problème. Ce ne fut pas le cas. Environ 2 semaines avant le gala, j'ai croisé Melissa dans un café près de High Street. J'attendais ma commande quand elle est venue à côté de moi. Eh bien, dit-elle, regarde qui est soudainement partout. Je me suis retourné. Bonjour, Melissa. Elle a commandé une boisson compliquée qui nécessitait suffisamment d'instructions pour être qualifiée de permis de rénovation. Puis elle a dit nonchalamment, Rick est très confiant pour le projet Franklin. Je l'ai regardé. Je ne saurais pas. Oh, c'est vrai. Tu n'es pas impliqué. Je ne le suis pas. Elle a souri. Il sait qu'il va gagner. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a dit c'est. Je l'ai remarqué. Puis je me suis dit de ne pas y penser. Rick avait toujours été confiant, parfois de manière odieuse. Pourtant, après 26 ans, je connaissais ces différentes versions de la confiance. Il y avait la version publique. Puis il y avait celle qu'il avait quand il croyait posséder un avantage que personne d'autre ne connaissait. J'avais vu ce visage à travers des tables de négociation pendant des années. Pendant une demi-seconde, je me suis demandé ce qu'il savait. Puis j'ai fait quelque chose que le divorce m'avait finalement appris à faire. Je me suis occupé de mes propres affaires. Chaque regard étrange d'un ex-mari ne nécessite pas une enquête. Ce qui me ramène à cette salle de conférence. Au moment où je me tenais en face de Daniel ce samedi soir-là, je n'étais pas l'ex-femme abandonnée de Rick Bennett s'introduisant dans la collecte de fonds de quelqu'un d'autre. J'avais passé près d'1 an à aider à construire cette campagne. Rick ne le savait tout simplement pas. Daniel a tapoté le courriel imprimé devant moi. Je l'ai ramassé. En haut se trouvait le nom de l'avocat de Bennett Commercial. J'ai lu le premier paragraphe, puis le deuxième. Au troisième, j'ai compris. Il se demandait si ma position au sein de l'association caritative avait influencé le processus d'appel d'offres. Mes yeux sont revenus sur Daniel. Je n'ai pas vu une seule offre. Je sais. J'ai signé la récusation. Je le sais aussi. J'ai de nouveau baissé les yeux. Le langage était prudent. Personne ne m'accusait réellement de quoi que ce soit. C'était pire. Il ne faisait que soulever des préoccupations, chercher des éclaircissements, protéger l'intégrité du processus. J'avais vécu avec Rick assez longtemps pour reconnaître une assurance quand j'en voyais une. S'il gagnait, il pouvait oublier que le courriel avait jamais existé. S'il perdait, il avait déjà une histoire. Son ex-femme amère s'était ingérée. J'ai posé la page. Alors c'est ça. Daniel s'est penché en arrière. J'en ai bien peur. Pour la première fois de la soirée, la blague de Rick à l'enregistrement n'avait plus d'importance. C'était différent. Cette insulte avait été mesquine. Ceci pouvait nuire à quelque chose qui m'était réellement cher.
J'ai lu le courriel une fois de plus. L'avocat de Rick avait fait un travail magnifique pour m'accuser sans m'accuser réellement. Il n'y avait aucune phrase que Daniel pouvait pointer du doigt et dire « là, c'est un mensonge ». Au lieu de cela, il y avait des questions. L'association avait-elle pris les mesures appropriées pour garantir l'impartialité? Les personnes ayant des relations personnelles avec les soumissionnaires avaient-elles été exclues des discussions? L'organisation pouvait-elle confirmer qu'aucune information confidentielle n'avait été partagée? J'ai posé le papier. Il prépare le terrain au cas où il perdrait. C'est ma préoccupation, a dit Daniel. Si Bennett obtient le contrat, personne ne mentionne plus cela. S'il ne l'obtient pas, Rick pourra dire aux gens que son ex-femme était derrière tout ça. Daniel a hoché la tête. J'ai repoussé ma chaise. Alors peut-être que je ne devrais pas être en bas ce soir. Son expression s'est durcie. Pourquoi? Parce que vous avez 400 personnes ici, Daniel. Des donateurs, des membres du conseil d'administration, des entrepreneurs. La moitié de Columbus semble connaître l'autre moitié. Si cela commence à se propager. Vous avez suivi toutes les règles de conflit que nous avons. Je sais ce que j'ai fait. Alors de quoi vous inquiétez-vous? De ce que les gens pensent que j'ai fait. Il est resté silencieux pendant une seconde. Puis il a dit, Claire, je ne vous demande pas de disparaître parce que quelqu'un d'autre trouve votre existence gênante. Ça m'a fait taire. Non pas parce que c'était profond, mais parce que c'était embarrassant de familiarité. Pendant des années, chaque fois que Rick était mal à l'aise, je m'ajustais, changeais de sujet, arrangeais les choses, sautais quelque chose, expliquais quelque chose, me rendais légèrement moins visible pour que la soirée se passe mieux. Apparemment, certaines habitudes survivent au mariage. Daniel s'est levé. Restez, dîner. Laissez-nous nous occuper de l'offre. J'ai pris mon sac à main. Vous faites paraître ça facile. Non, je fais paraître ça comme mon problème. Je lui ai jeté un regard. Il a ouvert la porte. Ce soir, votre problème est le poulet. Si mauvais que ça? J'ai été à la dégustation. Ça m'a fait rire. Au moment où je suis retourné en bas, le cocktail se terminait. J'avais fait environ 6 mètres en direction de la salle de bal quand Rick s'est mis sur mon chemin. Qu'est-ce que tu faisais à l'étage? Pas de bonjour. Cette fois, je parlais à Daniel. À propos de quoi? Des affaires de l'association? De mon offre? Non. Il a étudié mon visage. Ça me dérangeait avant, la façon dont il me regardait quand il pensait que je cachais quelque chose. Maintenant, ça m'agaçait surtout. Je suis sérieux, Claire. Moi aussi. Mélissa est apparue à côté de lui, tenant un verre de vin blanc. Elle a regardé de Rick à moi. Tout va bien? Très bien, ai-je dit. Rick n'a rien dit. Mélissa a soupiré comme si nous étions deux enfants difficiles. Claire, ce n'est vraiment pas l'endroit pour rendre les choses personnelles. Je l'ai regardé. Mélissa, je venais m'enregistrer. C'est vous deux qui avez apporté la partie personnelle avec vous. Elle a ouvert la bouche, puis a apparemment décidé de ne pas dire ce qui allait venir. Rick a baissé la voix. Le contrat ira là où il doit aller. C'était encore là. Cette certitude. Pas de l'espoir, pas de la confiance en son entreprise. De la certitude. Et je me suis souvenu de Mélissa au café. Il sait qu'il va gagner. Pendant un instant, j'ai vu l'ancien Rick, l'homme que j'avais observé à travers les tables de conférences et les banquettes de restaurants pendant 26 ans. Il avait un calme particulier quand il savait quelque chose que l'autre personne ne savait pas. Je l'ai remarqué, puis je suis parti. Le dîner a commencé à 19h30. Ma table comprenait 2 membres du conseil d'administration, un pédiatre à la retraite et sa femme, un courtier d'assurance local et un couple de Dublin qui soutenait la Franklin Family House depuis des années. Personne n'a posé de questions sur mon divorce. Personne n'a mentionné Rick. C'était un soulagement. Et Daniel avait eu raison à propos du poulet. À 20h15, les lumières se sont tamisées. Daniel est monté sur scène. Il a parlé brièvement des familles que Franklin avait servies cette année-là, puis a montré des photographies de l'expansion proposée. Après cela, il en est venu à la campagne de financement.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, a-t-il dit, nous sommes entrés ce soir avec un défi de contrepartie d'1 million de dollars. Les gens ont applaudi. Daniel a souri. J'ai des nouvelles. Cela a calmé tout le monde. Nos donateurs de contrepartie ont accepté d'augmenter ce défi ce soir à 1,5 million de dollars, à condition que nous atteignions notre objectif avant la fin de la soirée. Les applaudissements ont été plus forts cette fois. Je me suis redressé. C'était nouveau pour moi. La femme à côté de moi a chuchoté, « Tu étais au courant ?» Non. Daniel a continué. Et il y a quelqu'un dans cette salle qui mérite beaucoup de crédit pour avoir amené ses donateurs à cette table. Oh non. Je l'ai regardé fixement. Daniel a regardé directement vers ma table. Nous en avions discuté. Plus précisément, j'en avais discuté et Daniel s'était plaint. De l'autre côté de la salle de bal, j'ai vu Rick se tourner sur sa chaise pour suivre le regard de Daniel. Melissa s'est penchée vers lui. Daniel a ouvert la bouche. Puis la directrice exécutive de Franklin, Suzanne, est apparue au bord de la scène. Elle ne marchait pas. Elle se déplaçait avec détermination. Daniel l'a remarqué. Suzanne a dit quelque chose tranquillement quand il s'est penché. Son sourire a disparu. Il a reposé le microphone sur son support. Excusez-moi un instant. La conversation a immédiatement repris dans la salle. Suzanne est venue directement vers ma table. Claire, pourriez-vous venir avec nous? Mon estomac s'est noué. Je l'ai suivie, elle et Daniel, par une porte de service à côté de la salle de bal. Daniel a levé son téléphone. Un de nos principaux donateurs vient de recevoir ça. C'était un courriel. En pièces jointes se trouvaient des captures d'écran de correspondance interne de Franklin. Mon nom apparaissait plusieurs fois. À première vue, elle semblait terrible. Un message me montrait en train de discuter des coûts d'expansion. Un autre me montrait en train de poser des questions sur les qualifications des entrepreneurs. Puis il y avait un courriel ultérieur mentionnant Bennett Commercial. Quiconque les avait assemblés avait supprimé les dates, les réponses et les messages environnants. On aurait dit que j'avais été impliqué tout au long du processus d'appel d'offres. Ce n'était pas le cas. Celle-ci date d'avant que je ne me récuse. Je sais, a dit Suzanne. Et celle-là ne concerne même pas l'offre de Rick. C'est à propos du budget préliminaire. Nous savons. Le donateur le sait-il? Daniel m'a jeté un regard qui répondait à la question. Qui l'a envoyé? Nous vérifions. À combien de personnes? Nous ne savons pas encore. C'est la partie qui m'a fait peur. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'ai soudain compris à quel point il serait facile de faire croire que c'était le cas. Mon implication anonyme dans la campagne, qui m'avait semblé privée et propre, pouvait maintenant être présentée comme secrète. Donatrice secrète, ex-femme, projet de construction, l'entreprise de l'ex-mari en compétition pour le travail. Mettez ces faits dans le mauvais ordre et vous pourriez raconter une histoire très différente. Environ 10 minutes plus tard, Suzanne est revenue avec plus d'informations. Le courriel n'avait pas été envoyé à toute la salle de bal. Un donateur l'avait reçu. Il l'a montré aux membres du conseil d'administration à côté de lui. Cet homme a demandé à une autre personne s'il savait quelque chose à ce sujet. Et de là, la rumeur a fait ce que les rumeurs font quand on met 400 personnes en tenue de soirée et qu'on leur donne du vin. Elle a voyagé. Suzanne a dit, nous essayons de la contenir. J'ai presque ri du mot. On peut contenir de l'eau. On peut contenir un chien. Une rumeur à un gala de charité? Bonne chance. Daniel a demandé à son personnel de retrouver la chaîne de courriels originale et de déterminer qui, en dehors du conseil d'administration, l'avait reçu. Je me tenais près de l'entrée de service pendant qu'il travaillait. Puis j'ai regardé par la porte ouverte dans la salle de bal. Rick parlait à un homme à sa table. Melissa était assise à côté de lui. Son téléphone était dans sa main. Je ne sais pas pourquoi je n'arrêtais pas de la regarder. Peut-être que 20 ans d'amitié vous apprennent aussi des choses. Melissa a jeté un coup d'œil vers la porte. Elle m'a vu. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. Puis elle a retourné son téléphone, face contre la table. Et soudain, Rick n'était plus la seule personne à laquelle je pensais.
Ma première pensée a été Rick. Ma seconde a été Melissa. Et je détestais ne pas pouvoir dire quelle possibilité me dérangeait le plus. Rick avait le mobile évident. S'il pouvait amener les gens à remettre en question mon rôle avant l'attribution du contrat, il aurait une explication prête si Bennett Commercial perdait. Mais Melissa me connaissait. Elle savait exactement quelle accusation me toucherait au plus profond de moi. J'ai commencé à marcher vers leur table. Daniel m'a légèrement attrapé le bras. « Où vas-tu » Poser une question à Melissa. « Non, Claire. On n'accuse personne tant qu'on ne sait pas. » Je n'avais pas l'intention de l'accuser. Il a haussé un sourcil. « Claire. » D'accord. J'avais l'intention de me renseigner fermement. « Attends 10 minutes. » Je détestais ce conseil, surtout parce que c'était un bon conseil. J'ai fait demi-tour et je suis allé aux toilettes pour femmes à la place. Il n'y avait personne à l'intérieur sauf moi et un arrangement ridicule de roses blanches à côté des lavabos. Je suis resté là à me regarder dans le miroir. Pour la première fois de la soirée, j'ai sérieusement envisagé de partir. Pas de façon dramatique. Je n'allais pas partir en trombe ou jeter mon invitation à la figure de qui que ce soit. Je voulais juste mon manteau, ma voiture et mon petit condo tranquille à Worthington. Peut-être que m'impliquer avec Franklin avait été une erreur. Peut-être que je m'étais trompé en disant que cette partie de ma vie n'avait rien à voir avec Rick. Maintenant, son entreprise soumissionnait pour l'expansion. Son avocat remettait en question mon intégrité et quelqu'un faisait circuler des morceaux de mes courriels. J'ai sorti mon téléphone pour appeler un VTC. Avant que je puisse le faire, il a sonné. Émilie. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie vocale. Puis j'ai répondu. Salut, ma chérie. Maman, es-tu au gala de Franklin? Oui. Et papa est là. J'ai fermé les yeux. Oui. Alors Melissa aussi. Ce n'était pas une question. Comment le sais-tu? Elle a posté une photo. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Émilie a fait une pause. Est-ce que papa t'embête? Non, tout va bien. Silence. Puis ma fille a dit, tu dis toujours ça. Je me suis appuyé contre le comptoir. Je suis à un dîner de charité, Émilie. Je ne vais pas t'entraîner dans les histoires de ton père et moi. Maman. Quelque chose dans sa voix m'a arrêté. J'aime papa, a-t-elle dit. Tu sais que je l'aime. Je sais. Mais tu n'as pas à le faire paraître meilleur pour moi. Je ne le fais pas. Si, tu le fais. J'ai fixé ces stupides roses. Émilie a continué, plus doucement maintenant. Tu l'as fait pendant le divorce. Tu le fais encore. Chaque fois que quelque chose se passe, tu me donnes la version où personne n'a vraiment rien fait de mal. J'essayais de ne pas te faire choisir. J'ai 27 ans. Je peux aimer quelqu'un et savoir quand il a tort. Ça a frappé plus fort que je ne l'aurais voulu. J'avais passé la majeure partie de la vie d'Émilie à croire que la protéger signifiait absorber tout ce que je pouvais avant que ça ne l'atteigne. Peut-être qu'en cours de route, j'avais confondu la protéger avec protéger Rick. Je dois y aller, ai-je dit. D'accord. Je vais bien. Émilie a ri doucement. Te revoilà. Malgré tout, j'ai souri. Je t'appellerai demain. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. J'ai rangé le téléphone. Je ne suis pas soudainement devenu intrépide. Je voulais toujours rentrer chez moi, mais j'ai arrêté de chercher l'application de VTC. Quand je suis retourné dans le couloir, Suzanne attendait. Nous l'avons trouvée. Daniel nous a rejoints. Suzanne a levé sa tablette. Melissa a reçu la chaîne de courriels originale. Je l'ai regardée fixement. Comment? Comité des enchères. Environ 6 semaines plus tôt, un employé de Franklin a accidentellement copié Melissa sur une chaîne interne en envoyant du matériel pour le gala aux bénévoles. Le fil de discussion comprenait plusieurs pièces jointes plus anciennes de la phase de planification de l'expansion. Melissa n'avait aucune raison de les recevoir. Elle n'avait aucune raison de les garder non plus, mais elle l'a fait. Le courriel envoyé au donateur ce soir-là provenait de son compte personnel. Pendant un moment, je n'ai rien dit. 20 ans,
anniversaire, Noël, salle d'attente d'hôpital, café à la table de ma cuisine, et d'une manière ou d'une autre, nous en étions arrivés là. Daniel a dit, nous devons lui parler en privé. Je veux être là. Il m'a regardé. Je pense que tu devrais. Mélissa est entrée dans la salle de conférence à l'étage 10 minutes plus tard. Rick est venu avec elle. À la minute où elle m'a vu assise à côté de Daniel, elle a su. Qu'est-ce que c'est? Suzanne a fermé la porte. Nous devons vous poser des questions sur un courriel envoyé ce soir. Mélissa a jeté un coup d'œil à Rick. Il avait l'air vraiment confus. Suzanne a placé une copie imprimée sur la table. Le visage de Mélissa a changé. Rick l'a ramassé. Qu'est-ce que c'est? Personne ne lui a répondu. Suzanne a demandé à Mélissa, avez-vous envoyé ça? Mélissa a croisé les bras. J'ai envoyé à quelqu'un des informations que je pensais qu'il avait le droit de savoir. Rick l'a regardé. Tu as fait ça? Je te protégeais. De quoi? Elle m'a regardé. D'elle. J'ai presque admiré la simplicité. Mélissa, a-t-il dit, elle a 55 ans. C'est un entrepreneur, pas une tortue de mer. Daniel a baissé les yeux. Suzanne est soudainement devenue très intéressée par le réarrangement des papiers devant elle. Rick n'a pas ri. Ce n'est pas drôle, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Ce ne l'est vraiment pas. Mélissa s'est penchée vers moi. Tu essaies de le faire passer pour un méchant depuis le divorce. En faisant quoi? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'ai attendu. Jusqu'à présent ce soir, ai-je dit, je me suis enregistré, j'ai mangé la moitié d'un blanc de poulet et on m'a accusé de manipuler un contrat que je n'ai pas vu. Quelle partie était mon attaque? Rick s'est retourné vers Mélissa. Tu n'avais pas le droit d'envoyer ça. Son expression a changé instantanément. Oh, n'ose même pas. Quoi? Ne reste pas là à faire semblant d'être innocent. Rick s'est figé. Mélissa a ri une fois. Dis-leur. Il n'a pas bougé. Dis-leur pourquoi tu étais si sûr de l'offre. La pièce est devenue silencieuse et soudain, j'étais de retour dans ce café. Il sait qu'il va gagner. J'ai regardé Rick. De quoi parle-t-elle? De rien. Mélissa l'a regardé fixement. Le tableur, Rick. Daniel s'est redressé. Quel tableur? Rick s'est frotté la mâchoire. 2 mois plus tôt, a-t-il expliqué, il avait pris un verre avec un ancien estimateur qui avait récemment quitté l'une des entreprises en compétition pour le projet Franklin. L'homme lui avait montré une partie d'un tableur, des chiffres préliminaires, des hypothèses de prix. Rick a insisté sur le fait qu'il n'avait pas demandé à le voir. Daniel a posé une question. L'avez-vous photographié? Rick n'a pas répondu immédiatement. C'était une réponse suffisante. Finalement, il a dit, une partie. Suzanne l'a regardé fixement. Vous avez photographié les prises internes d'un autre soumissionnaire? Ce n'étaient pas les chiffres finaux. La voix de Daniel est restée remarquablement calme. Ce n'est pas la question. Je n'ai pas copié leur offre. Toujours pas la question. Rick m'a regardé comme si je pouvais d'une manière ou d'une autre traduire la situation en quelque chose de plus favorable. Je ne pouvais pas. Pendant des années, je l'avais vu frôler les limites parce qu'il croyait que ne pas les franchir techniquement était la même chose que bien se comporter. Peut-être que je l'avais même aidé à le croire. Combien en as-tu utilisé, ai-je demandé. Je ne l'ai pas utilisé. Alors pourquoi le photographier? Il n'avait pas non plus de réponse à cela. Mélissa s'est rassise sur sa chaise. Elle avait l'air presque satisfaite maintenant que Rick était aussi dans le pétrin. C'était peut-être la chose la plus triste que j'ai vue de toute la soirée. Daniel s'est levé. Le comité des achats va suspendre le processus pendant que nous examinons cela. La tête de Rick s'est vivement tournée vers lui. Daniel, allons. Non. Tu connais mon entreprise. Oui. Nous travaillons dans cette ville depuis 30 ans. C'est pourquoi tu devrais savoir mieux. Le visage de Rick s'est contracté. Puis il m'a regardé, pas en colère cette fois, inquiet. Claire. Je n'ai rien dit.
Pouvons-nous parler en privé? J'ai pris mon sac à main. Nous avons été en privé pendant 26 ans, Rick. Il a attendu. J'ai ouvert la porte. Regarde comment ça a marché. Rick m'a suivi dans le couloir. Claire, s'il te plaît. Je me suis arrêté. Peut-être que je n'aurais pas dû. À ce stade, j'avais entendu assez d'explications de cet homme pour tenir jusqu'à la retraite. Mais il y avait une chose que je voulais savoir, alors je me suis retourné. Rick a jeté un coup d'œil vers la porte de la salle de conférence derrière nous. Je ne savais pas que Melissa allait envoyer ce courriel. Je te crois. Cela l'a surpris. Alors tu comprends? Non, ne t'emballe pas. Il a fermé la bouche. Je crois que tu n'as pas envoyé le courriel, ai-je dit. Je crois aussi que ton avocat a contacté le conseil et a suggéré que je pourrais interférer avec ton offre. Je devais protéger l'entreprise. De quoi? Il avait l'air irrité. Tu étais soudainement impliqué ici. Personne ne m'a dit à quel point. Puis mon entreprise soumissionne pour l'expansion et... Et quoi? Et je ne savais pas ce que tu faisais. Je l'ai regardé fixement. Tu aurais pu demander. Tu ne me l'aurais pas dit. Tu n'as pas demandé. Il a détourné le regard. C'était ça. La même vieille dispute dans un nouveau costume. Pendant des années, Rick avait été très doué pour décider de ce que je pensais sans passer par l'inconvénient de me le demander. Pourquoi pensais-tu que j'interférerais, ai-je demandé. Il s'est frotté la nuque. Je ne sais pas. Si, tu le sais. Il a regardé vers la salle de bal. Finalement, il a dit, parce que je pensais que tu me détestais. Ça m'a presque fait rire. C'était le cas. Ses yeux sont revenus vers les miens. Pendant un moment, ai-je ajouté. Puis j'ai été occupé. Il a en fait tressailli un peu à cela. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que je le pensais. Rick a baissé la voix. Claire, ça pourrait blesser beaucoup de gens. Alors tu aurais dû y penser avant de photographier les prix de quelqu'un d'autre. Je t'ai dit que ce n'étaient pas les chiffres finaux. Et Daniel t'a dit que ce n'est pas la question. Je ne les ai jamais utilisés. Alors pourquoi les garder? Il a expiré brusquement. J'ai fait une erreur. Oui. Il semblait presque offensé par la facilité avec laquelle j'étais d'accord. Puis est venue la partie à laquelle j'aurais dû m'attendre. Peux-tu parler à Daniel? Je l'ai regardé fixement. À propos de quoi? Dis-lui que tout ça a été exagéré. Dis-lui que tu me connais. Tu sais que je ne tromperai pas une association caritative pour enfants. Pendant une seconde, je nous ai vus 15 ans plus tôt. Rick devenant trop agressif avec un sous-traitant. Rick offensant un client lors d'un dîner. Rick disant quelque chose d'imprudent lors d'une collecte de fonds scolaires. Et moi après, arrangeant les choses. Il ne le pensait pas comme ça. Rick est sous beaucoup de pression. Tu sais comment il est. J'avais passé des années à le traduire dans un langage plus flatteur. Je savais aussi que tu ne finirais jamais avec ma meilleure amie, ai-je dit. Apparemment, ma capacité à te connaître n'est pas terrible. Sa mâchoire s'est crispée. Melissa et moi n'avons commencé qu'après que toi et moi soyons déjà. J'ai levé la main. Non. Quoi? Nous ne parlons pas de notre divorce. C'est toi qui en as parlé. J'ai fait une comparaison. Tu essaies de rouvrir un mariage de 26 ans parce que tu ne veux pas parler de ce qui s'est passé ce soir. Ça l'a arrêté. Nous parlons de l'offre, ai-je dit. Reste là-dessus. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis ses épaules sont tombées. Que veux-tu que je fasse? Cette question m'aurait autrefois ravi. Finalement, Rick avait besoin de quelque chose de moi. Mais debout là, je ne voulais rien de lui. C'est entre toi et le conseil d'administration. Je suis retourné dans la salle de conférence. Le comité des achats s'est réuni pendant encore 20 minutes. Il n'y a pas eu de vote dramatique dans la salle de bal. Pas d'agent de sécurité. Personne n'a menacé d'appeler la police. Les vraies organisations sont généralement beaucoup moins théâtrales que les gens ne l'imaginent. Elles ont des politiques et des avocats et des gens qui disent des choses comme l'exposition au risque jusqu'à ce que tout le monde veuille un autre verre.
Le comité a décidé que le processus d'approvisionnement serait interrompu pour un examen indépendant. Parce que Rick avait possédé des informations d'un soumissionnaire concurrent, Bennett Commercial ne pouvait plus participer proprement au processus en cours. Il avait deux choix. Se retirer volontairement ou forcer le conseil à disqualifier formellement son entreprise et à documenter pourquoi. Rick a choisi de se retirer. Il n'était pas content, mais il n'était pas stupide. À ce moment-là, cependant, la rumeur à mon sujet s'était suffisamment répandue dans la salle de bal pour que Daniel ait un autre problème. Il ne pouvait pas simplement continuer le dîner et faire comme si de rien n'était. Il ne pouvait pas non plus transformer un gala de charité en un épisode de tribunal télévisé. Il est donc retourné au microphone. Je me tenais près du côté de la salle de bal. Rick était retourné à sa table. La chaise de Melissa était vide. Daniel a attendu que la salle se calme. Je veux aborder quelque chose brièvement, a-t-il dit. Il a expliqué que le processus d'approvisionnement pour la construction avait été interrompu pour garantir l'équité et la transparence. Un soumissionnaire s'était retiré. Un examen indépendant serait effectué avant que le projet ne progresse. Pas de nom, pas d'accusation, pas d'humiliation publique. Puis Daniel a changé de sujet. Maintenant, a-t-il dit, j'aimerais revenir à la raison pour laquelle nous sommes réellement ici. Avant d'aller plus loin, il m'a regardé. Il s'est éloigné du microphone et s'est approché. Claire ? Quoi ? Puis-je enfin dire ton nom ? Je savais exactement ce qu'il voulait dire. 6 mois plus tôt, ma réponse aurait été automatique. Non. Ce soir-là, j'ai regardé à travers la pièce. J'ai vu Rick. Puis j'ai vu les familles que Franklin avait aidées, les bénévoles, le personnel, les gens avec qui j'avais travaillé pendant près d'1 an. Oui, ai-je dit. Daniel est retourné sur scène. Il a expliqué le défi de contrepartie. Puis il leur a dit que j'avais aidé à mettre Franklin en contact avec les donateurs qui l'avaient rendu possible. Il a mentionné le travail sur le budget, les réunions de campagne, mon engagement de $100 000 sur 3 ans. Et, chose importante, il a expliqué que je m'étais formellement retiré de toutes les discussions impliquant Bennett Commercial. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Certaines personnes entrent dans une pièce en espérant que tout le monde sait déjà qui elles sont. Claire a passé la majeure partie d'une année à nous demander de ne le dire à personne. Les gens ont ri doucement, puis ils ont applaudi. Personne n'a sauté sur une chaise. Il n'y a pas eu d'ovation debout de style cinématographique. La plupart des gens ont simplement applaudi. Mais près du fond, une femme nommée Denise s'est levée. Son fils de 8 ans avait passé 11 semaines en traitement ce printemps-là. J'avais accueilli Denise à Franklin un mardi après-midi alors qu'elle n'avait pas dormi correctement depuis 3 jours. Puis un homme plus âgé nommé Walter s'est levé. Sa petite fille avait séjourné chez nous. Quelques bénévoles ont suivi. C'est ce moment qui m'a touché. Pas les donateurs, pas Rick, eux. J'ai regardé à travers la salle de bal une fois de plus. Rick me regardait et je pouvais voir la seconde exacte où il a compris ce qui s'était passé en bas. Je n'étais pas venu à ce gala pour chercher l'accès à des personnes riches. J'étais l'une des personnes qui avait aidé à les amener là. Plus tard, près du bureau d'enregistrement, Rick m'a retrouvé. Pour une fois, il n'avait pas l'air en colère. Je ne savais pas, a-t-il dit. J'ai pris mon manteau. Ça a toujours été une partie de notre problème, Rick. Tu as cessé de demander. Il a jeté un coup d'œil en arrière vers la salle de bal. Mercé t'attendait vraiment. J'ai souri un peu. Apparemment. Puis je suis parti. Pas de champagne jeté au visage de qui que ce soit. Pas de millionnaire mystérieux m'attendant dehors pour tomber amoureux de moi. Juste ma voiture au 4e niveau du parking. Je suis monté à l'intérieur et j'ai enlevé ces chaussures ridicules. Je les ai posées sur le sol du côté passager et je suis resté assise là pendant près de 10 minutes. Je n'ai pas démarré le moteur. J'avais imaginé des moments comme celui-ci après le divorce. Rick me voyant enfin différemment. Rick réalisant ce qu'il avait perdu. Je pensais que ça ressemblerait à une victoire. Ce n'était pas le cas. Je me sentais surtout fatigué. Puis lentement, autre chose, de plus léger. Parce qu'il m'avait enfin vu. Et d'une manière ou d'une autre, cela importait beaucoup moins qu'avant.
Le lendemain matin à 8h17, je buvais mon café quand mon téléphone a vibré. Mélissa. Une phrase. Tu as gagné. Es-tu heureuse? Maintenant. J'ai tapé 3 réponses différentes, les ai toutes supprimées. Puis j'ai posé le téléphone face contre table parce que pour la première fois, je comprenais ce que Mélissa ne comprenait toujours pas. Il n'y avait jamais eu de concours. L'examen a duré 4 semaines. Cela vous en dit probablement plus sur la vie réelle que toute autre chose dans cette histoire. Les grands moments émotionnels se produisent les samedis soirs. Les conséquences réelles arrivent les mardis dans des courriels avec des pièces jointes. La Franklin Family House a engagé un avocat extérieur pour examiner le processus d'appel d'offres. Elle a examiné les procès-verbaux des réunions, les courriels, les registres d'accès, les déclarations de conflit et suffisamment de paperasse pour que tout le monde regrette d'avoir inventé les comités. Ma partie était simple. J'avais déclaré ma relation avec Bennett Commercial dès que l'entreprise de Rick était entrée dans le processus. J'avais signé la récusation. Je n'avais pas assisté aux réunions d'appel d'offres. Je n'avais pas examiné les prix. Je n'avais pas communiqué avec aucun des entrepreneurs concurrents. En d'autres termes, j'avais fait exactement ce que j'avais dit avoir fait. La partie de Mélissa était tout aussi claire. Elle avait reçu du matériel qu'elle n'était pas censée recevoir, l'avait gardé, puis avait sélectionné des morceaux d'anciennes correspondances et les avait envoyés sans le contexte qui montrait quand et pourquoi j'avais été impliqué. Franklin l'a retiré de tout travail bénévole. Pas de procès, pas de police, pas de scène dramatique où quelqu'un l'escortait hors d'un bâtiment. Ils lui ont simplement dit qu'ils ne lui faisaient plus confiance avec des informations confidentielles. Parfois, cette phrase fait plus de dégâts que les cris ne pourraient jamais en faire. La situation de Rick était plus compliquée. L'examen n'a pas pu établir que Bennett Commercial avait directement copié l'offre d'une autre entreprise. Rick n'arrêtait pas d'insister sur le fait que les chiffres qu'il avait photographiés étaient préliminaires et, techniquement, il avait raison. Mais l'examen a confirmé qu'il avait possédé des informations d'un concurrent et avait omis de le déclarer. Bennett Commercial a été retiré de la considération pour le projet Franklin. C'était la conséquence. Pas la faillite, pas la ruine. L'entreprise a continué à fonctionner. Ses employés ont gardé leur emploi, ce qui était important pour moi. Certaines de ces personnes y travaillaient depuis 15 ou 20 ans. Elles avaient des hypothèques, des enfants et des parents vieillissants. Elle ne méritait pas de perdre quoi que ce soit parce que Rick s'était convaincu qu'une ligne ne comptait pas tant que les 2 pieds ne l'avaient pas franchie. Mais les cercles d'affaires de Columbus ne sont pas aussi grands que les gens le pensent. Le mot s'est répandu. Pas tous les détails, mais assez. Quelques membres du conseil d'administration d'organismes à but non lucratif sont devenus moins enclins à recommander Bennett Commercial. Un promoteur aurait apparemment posé à Rick des questions inconfortables. Son entreprise a survécu. Sa réputation a pris un coup. Je pouvais vivre avec ça. Quant à Rick et Mélissa, j'ai entendu par des amis communs que les choses entre eux étaient devenues difficiles après le gala. Rick lui reprochait d'avoir envoyé le courriel. Mélissa lui reprochait de s'être éloignée d'elle à la seconde où c'était devenu embarrassant. Je n'ai pas demandé de nouvelles. Cela a surpris certaines personnes. Une vieille amie a appelé et a dit « Tu ne veux pas savoir ce qui se passe ?» Pas particulièrement. Oh, allons. Pourquoi? Elle est restée silencieuse. J'ai dit, s'ils sont malheureux ensemble, ils n'ont pas besoin de ma supervision. Elle a ri si fort qu'elle a dû poser le téléphone. Il y a des formes de vengeance dans lesquelles il ne faut vraiment pas s'immiscer. Quelques semaines après le gala, Emily est venue de Cincinnati un dimanche. Elle est arrivée vers 11h avec un sac de pâtisserie et a annoncé que mon café était terrible. Mon café est parfaitement bien. Maman, tu achètes ce qui est en solde. C'est comme ça que les gens peuvent se permettre de prendre leur retraite. Elle a quand même préparé une nouvelle cafetière. Nous avons pris nos tasses sur mon petit balcon. Ce n'était pas un grand balcon. 2 chaises, une petite table et une jardinière que j'essayais sans succès de maintenir en vie depuis mai. Émilie a replié une jambe sous elle. Papa m'a appelé. J'ai senti mes épaules se contracter avant de pouvoir m'en empêcher. Je ne veux pas que tu sois au milieu. Je sais. Quoi qu'il se soit passé entre ton père et moi. Maman. Je me suis arrêté.
Elle m'a lancé ce regard que les enfants finissent par apprendre de leur mère et qu'ils ont ensuite le culot d'utiliser contre elle. Il a dit que tu l'avais embarrassé publiquement. J'ai fixé mon café. Ce n'est pas vrai. Je sais. Ça m'a fait lever les yeux. Émilie a haussé les épaules. Je lui ai demandé ce que tu avais fait exactement. Qu'a-t-il dit? Il est devenu très silencieux. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Émilie a souri, mais seulement pour une seconde. Puis elle a dit, puis-je te dire quelque chose sans que tu cherches à arranger les choses? C'est une question de mauvais augure. Maman. D'accord. Elle a posé sa tasse. J'ai besoin que tu arrêtes de protéger papa quand tu me parles. Je ne le protège pas. Si. J'ai commencé à argumenter. Puis je me suis souvenu de notre appel téléphonique depuis les toilettes du gala. Émilie a continué, tu l'as fait pendant tout le divorce. Tu disais des choses comme, ton père est sous pression, ou il y a deux versions, ou ne sois pas en colère contre lui à cause de moi. Je ne voulais pas que tu choisisses entre nous. Je ne demandais pas à choisir. Sa voix n'était pas en colère. C'était plus difficile. J'aime papa, a-t-elle dit. C'est mon père, mais je suis une adulte. Je peux l'aimer et savoir quand il se comporte mal. Je l'ai regardé. Je pensais que j'aidais. Je sais. Il n'y avait pas grand-chose à dire après ça. Alors j'ai tendu la main et je lui ai serré la sienne. Puis, elle a regardé ma jardinière. C'est du basilic? C'était. Que s'est-il passé? Apparemment, il a choisi un camp. Ça a détendu l'atmosphère. Au printemps, la Franklin Family House avait choisi un autre entrepreneur. La construction a commencé en avril. La campagne de financement a dépassé son objectif, en partie grâce au défi de contrepartie élargi. J'ai gardé mon emploi au cabinet du docteur Patel 3 jours par semaine. Je n'y étais pas obligé. Je le voulais. Il y avait quelque chose de rassurant à savoir où je devais être un lundi matin. Daniel a finalement réussi à me convaincre de rejoindre le conseil d'administration de Franklin. Lors de ma première réunion officielle, il s'est penché vers moi. Maintenant, pouvons-nous mettre ton nom sur quelque chose? Peut-être un placard à balai. Déjà sponsorisé. Bien sûr que ça l'est. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Rick à l'épicerie. De tous les endroits possibles, au rayon du café. Pas de smoking, pas de Mélissa, pas de président. Juste Rick, debout, comparant deux paquets de café qui différaient d'environ $3. Pour une raison quelconque, ça m'a fait sourire. Cet homme avait autrefois semblé capable de déterminer si mon avenir tout entier serait heureux ou misérable. Maintenant, il essayait de décider si le café colombien valait $3 de plus. Claire. Salut, Rick. Nous sommes restés là maladroitement pendant un moment. Puis il a dit, je voulais m'excuser. J'ai attendu. Il avait l'air mal à l'aise. Les bonnes excuses n'étaient apparemment pas l'une des compétences qu'il avait acquises pendant notre séparation. Finalement, il a dit, je t'ai sous-estimé. J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Tu ne m'as pas sous-estimé, Rick. Il a froncé les sourcils. Tu as cessé de me voir. Il n'a pas répondu. Et ce qui était remarquable, c'est que je n'avais pas besoin qu'il le fasse. J'ai mis le café dans mon chariot et j'ai continué mes courses. Après le divorce, j'imaginais la vengeance de manière très spécifique. Rick me verrait heureuse. Il regretterait Mélissa. Il comprendrait enfin à quel point j'avais contribué à notre mariage. Il réaliserait ce qu'il avait perdu. Il m'a fallu un certain temps pour remarquer que chacune de ses fantaisies mettait encore Rick au centre. Son regret était toujours le prix. C'est ce qui a changé pour moi ce soir-là au gala. Non pas parce que Daniel Mercé connaissait mon nom, non pas parce que les donateurs ont applaudi, et certainement pas parce que Rick avait l'air embarrassé. Ça a changé à cette table d'enregistrement quand l'homme avec qui j'avais passé 26 ans a essayé de me faire sentir petite et que j'ai réalisé que je n'avais pas à le convaincre que je ne l'étais pas. L'hôtesse a scanné mon invitation 2 fois et a dit dans sa radio, dites au président qu'elle est là. Pendant la majeure partie de mon mariage, je pense que j'attendais que quelqu'un m'annonce comme ça, pour dire à la salle que je comptais. À 52 ans,
j'ai enfin compris quelque chose. On n'a pas besoin de permission pour appartenir à une vie qu'on a construite. Parfois, il suffit juste de se présenter. Si quelqu'un a déjà pris votre silence pour de la faiblesse, ou si vous avez découvert que recommencer à zéro n'est pas la même chose que de partir de rien, vous savez probablement de quoi je parle. Et si les histoires de seconde chance familiale et de reprise en main vous semblent familières, je serais ravi de vous avoir ici pour la suite. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.